Et je vais présenter tout de suite notre premier intervenant, que vous connaissez sûrement, qui s'appelle Rémi Kayat, qui est maître de conférence en communication au CERTOP à l'université 3, à l'université Toulouse 3, pardon. Il a soutenu une thèse en 2016 portant sur les stratégies de persuasion et d'idéologisation dans un corpus de jeux vidéo contemporains. Il a ensuite poursuivi ses recherches sur les spécificités discursives des formes interactives de narration et de communication, et ses travaux donc s'inscrivent au croisement des sciences de l'information et de la communication, des sciences du jeu et de la narratologie. Il va nous proposer donc une communication qui s'intitule Étudier les cadres d'interaction et d'interprétation, de l'invisibilisation à la prise en compte de la machine jeu vidéo. Et donc Rémi, je te laisse tout de suite la parole. Si tu as un document à partager, je le fais maintenant. Ouais, merci. Alors j'ai partagé un écran, mais je ne sais pas si ça marche. Alors, non, là Il tu vas faut me partager dire si ça marche ou pas. le live. Voilà, si c'est parfait. Ok, super. Bah, Merci. merci. Donc bonjour à tous et à toutes. Avant de commencer, je remercie, comme il se doit, les organisateurs et les organisatrices de nous donner l'opportunité de partager avec vous des questionnements de recherche que je travaille, retravaille, voire ressasse depuis ma soutenance de thèse en 2016, comme Paul-Antoine le disait. Ma recherche consistait à l'époque à mettre au point un outillage théorique pour mieux comprendre les stratégies de persuasion et de communication à l'œuvre dans des contenus vidéoludiques. L'enjeu était de parvenir à une méthodologie de recherche qui se concentre sur ce qui est objectivement et directement observable et actionnable dans une expérience de jeu. Je vais revenir rapidement sur cette méthode qui consiste essentiellement à faire le lien entre les cadres d'interaction et les cadres d'interprétation dans une expérience de jeu, ce que j'avais appelé dans ma thèse l'étude du triple cadrage. J'aborderai ensuite les écueils principaux de cette démarche de recherche, en particulier au niveau de l'invisibilisation de la figure du récepteur et au niveau de l'invisibilisation de ce que j'appellerais pour aujourd'hui la machine jeu vidéo. Et je finirai par suggérer rapidement le peu d'utilité de cette méthode en fait d'analyse pour appréhender et pour analyser des récits ludiques, notamment ceux dont le contenu est en partie aléatoire, improvisé, voire potentiellement aberrant. Avant de faire ça, et pour situer un peu d'où je parle dans ce colloque consacré à l'herméneutique, je précise que je suis justement assez embêté avec cette approche ou cette tradition de l'herméneutique, ou plutôt, pour être très clair, avec ce que je perçois de cette approche et de cette tradition, une approche dans laquelle je ne me reconnais pas vraiment. Cette position, elle vient principalement du fait que mes travaux sont centrés sur les stratégies discursives et narratives, et que la méthode que j'emploie ne cherche pas à discerner un sens caché ou un sens secret, dont la compréhension serait réservée à des initiés ou à des érudits, mais au contraire à souligner comment la construction de sens peut être guidée et cadrée en matière de jeux vidéo. La méthode du triple cadrage que j'emploie vise, dans cette optique, à relever et à analyser les prises qui sont données aux joueurs pour qu'ils puissent faire sens de ce à quoi ils jouent. Cette méthode, elle procède assez simplement du général au particulier, c'est-à-dire des stratégies discursives qui sont communes à d'autres dispositifs, vers celles qui sont plus spécifiques aux jeux vidéo ou aux jeux analogiques. Donc il s'agit pour moi de prêter attention dans l'analyse à ce que j'appelle le cadrage textuel et ou narratif et ou scénaristique, le cadrage audiovisuel et puis le cadrage interactif et ludique. Si possible dans cet ordre, mais si on a envie, pas dans cet ordre. Je vais vous montrer quelques exemples particulièrement parlants, j'essaierai d'être rapide, hein, de la manière dont ces cadrages sont mis en place dans les jeux de la série Modern Warfare, qui est le corpus de départ qui a permis de mettre au point cette méthode, pour souligner en fait comment ce corpus balise très rigoureusement l'interprétation de l'expérience de jeu, dirige et canalise la compréhension de son propos, un propos qui n'a toujours rien de caché, voire même pas grand-chose d'implicite. Alors ce propos, pour faire très court, hein, c'est celui d'une justification a posteriori d'un engagement militaire américain au Moyen-Orient suite aux événements du 11 septembre 2001. Dans la diégèse de ces trois jeux, ces événements n'ont justement pas eu lieu ou ne sont jamais mentionnés directement. Cette uchronie est la base de la mise en place d'une ce que j'ai appelé une rhétorique du comme si les attentats du 11 septembre n'avaient pas eu lieu, comme si la question des armes de destruction massive n'avait pas été posée, comme si les États-Unis n'avaient pas pris la mesure du danger qui pèse sur le pays, comme si le pire n'avait pas pu être évité.
Cette justification rétroactive des conflits en Irak et en Afghanistan, la Seconde Guerre du Golfe, est mise en récit, mise en scène, mise en jeu, à travers notamment une matérialisation dans l'espace et dans l'expérience de jeu des craintes des années 2000 mélangées avec des angoisses plus anciennes, notamment la peur de la guerre nucléaire et la peur du rouge des années 50. Si je peux pointer avec certitude ce discours de la série Modern Warfare, c'est comme je le disais auparavant, parce que les clés de lecture qui permettent cette interprétation, elles ne sont pas cachées, elles sont au contraire fournies aux joueurs inlassablement au fil des 3 jeux, et de tout un tas de manières différentes. L'interprétation du contenu du jeu est donc résolument, ce que je disais, cadrée, organisée, orientée par un triple cadrage interprétatif, à la fois narratif, textuel, audiovisuel et interactif. Alors avant de montrer rapidement, il faut que j'arrête de dire que ça va être rapide, avant de montrer tout ça, ces exemples de triple cadrage, je précise que j'emploie le terme comme la traduction de la notion de framing telle qu'elle est employée dans certains travaux anglo-saxons de recherche en communication, ce dont Olivier Mocco a pu parler rapidement hier. Si d'une démarche de recherche à l'autre, le sens exact de cette notion peut être légèrement différent, Robert Hentman souligne 2 invariants dans cette idée du framing et du cadrage. Premièrement, le fait que l'étude des dynamiques de cadrage vise à décrire le pouvoir de communication et d'influence du texte. Alors texte est ici utilisé au sens très large de dispositif, support de communication. Et deuxièmement, le fait qu'un cadrage réussi fonctionne en mettant en avant certains éléments d'une situation pour les rendre plus visibles, plus tangibles, ce qui génère des saillances et des prises qui ont vocation à guider l'interprétation de cette situation, à encourager à l'adoption de grilles de lecture particulières, à nous aider à faire sens d'une situation ou d'un contenu. Alors dans le cas des jeux Modern Warfare, on trouve au niveau du texte en jeu et du scénario des saillances et des prises, à travers notamment la remédiation de motifs qui sont récurrents dans les prises de parole, dans les textes, qui sont issus de membres du gouvernement américain des années 2000, en particulier George W. Bush et Dick Cheney, le vice-président américain de l'époque. Ces motifs communs à la fiction et à la politique américaine des années 2000 sont notamment ceux de l'impossibilité d'une résolution pacifique d'un conflit global, une impossibilité de laquelle découle le besoin toujours renouvelé d'un recours à la force et le besoin de faire la guerre à la terreur, et puis le motif aussi des armes de destruction massive qui menacent en permanence les États-Unis. Je prends ici le seul exemple du cadrage de l'interprétation par la reformulation de la thématique des armes de destruction massive, qui dans ces jeux, comme dans les discours de George W. Bush en particulier, sont employés pour justifier un engagement militaire à l'étranger. Si ces armes restent encore aujourd'hui à découvrir et si la preuve finale qui prendrait la forme d'un champignon nucléaire est restée un argument de géopolitique, cette preuve finale, elle est par exemple au cœur du récit de ces 3 jeux. Elle vient frapper à plusieurs reprises les troupes américaines, les troupes alliées et puis plus spécifiquement les avatars incarnés par le joueur. Je parlais auparavant du rôle central joué par l'absence des événements du 11 septembre dans le récit Modern Warfare. Cependant, cette clé de lecture du 11 septembre, on va dire, qui relie la fiction et le réel, elle est très présente sur le plan audiovisuel et notamment sur le plan visuel, surtout. Dans les exemples que je reproduis ici, cette clé de lecture n'est toujours pas du domaine du caché ou du secret. Les renvois visuels à ces événements sont très nombreux, que ce soit de manière relativement indirecte, comme ici, parce que oui, ça reste relativement indirect, avec ces 3 décors tirés de différents niveaux de jeu qui participent tous à guider l'interprétation dans une certaine direction. Je disais que c'était indirect parce qu'on peut faire beaucoup plus direct, comme ici par exemple. Donc à gauche, on a une coupure de journal qu'il est possible de récupérer dans l'un des niveaux du second volet de la série, quand le protagoniste doit mener l'enquête. Alors mener l'enquête dans un Call of Duty, il faut ramasser 3 trucs et tuer tout le monde. Et à droite, une photographie prise par le journaliste de l'US Navy Mark Farham le matin du 11 septembre 2001 au Pentagone. Donc ici avec un cadrage très direct de l'ordre de la citation, on va dire la citation. En se cumulant et en se mélangeant avec les éléments de cadrage textuel et scénaristique, ce type de cadrage par l'image vise toujours à guider davantage la réception du joueur dans une certaine direction. Pour reprendre Umberto Eco, la fiction Modern Warfare, c'est résolument un texte fermé, au sens où elle ne se prête pas et elle n'encourage pas, surtout, d'autres interprétations que celle qui pourrait être la bonne. Elle encourage une seule et unique interprétation.
À ces cadres narratifs et audiovisuels s'ajoute le cadrage mis en place par les modalités d'interaction, par les manières dont on va proposer aux joueurs de faire fonctionner la machine textuelle ou vidéoludique, pour reprendre à nouveau Umberto Eco. Et dans le cas de la trilogie Modern Warfare, ce dernier cadrage participe à faire de cette fiction un texte qui est non seulement fermé, mais qui est répressif, pour reprendre encore Umberto Eco. Dans ces jeux, cet aspect répressif, il est tout à fait assumé et il se retrouve en particulier dans les séquences de jeu qui, sans être véritablement des scènes cinématiques, fonctionnent sur le principe d'une réduction des possibilités d'action du joueur. Dans ces séquences, le but du jeu, et en fait la seule chose qu'il est possible de faire, c'est de cadrer l'image, justement, au bon endroit afin de déclencher la suite du récit. Alors ce bon endroit, c'est toujours celui d'une catastrophe, d'une des matérialisations les plus violentes de la rhétorique du comme si, qui constitue le cœur du propos de ces 3 jeux. Alors ici, il s'agit, dans cet exemple, pour l'utilisateur de cadrer l'image sur la petite fille qui joue avec les pigeons, après s'être rapproché de quelques mètres, qui sont les 2 seules choses qu'on peut faire. Et tant que ce n'est pas fait, la machine vidéoludique ne fonctionne plus. Les personnages, comme le jeu, attendent que le joueur obéisse, que le joueur s'exécute, avant de lui montrer le pire, donc ici un attentat à l'arme chimique, et puis de passer à la suite. Ce que ces séquences permettent, c'est à la fois de s'assurer que l'utilisateur prête bien attention au contenu des jeux, et donc à leur discours, et donc aux saillances qui sont fabriquées, mais aussi de le placer en position d'impuissance et d'inconfort, ce qui participe à guider l'interprétation du joueur également. Alors pour être complet, il faudrait aussi parler en matière de cadrage ludique, de tout ce qui est du ressort de rhétorique procédurale, de game design, de play design, d'agentivité, de game feel, mais pour gagner du temps, on ne va pas faire ça. Je vais passer directement aux limites de cette étude de 3 cadrages en matière de jeux vidéo. Je continue en fait à utiliser cette méthode dans mes recherches et surtout dans mes enseignements parce qu'elle permet de faire ressortir des éléments de rhétorique, des marques d'énonciation, des marques de discours. Mais cette méthode ou cette démarche d'analyse, elle ne fonctionne que si tout se passe comme prévu dans l'expérience de jeu. Et donc, ça fonctionne très bien avec des expériences qui sont extrêmement balisées, qui sont très encadrées, comme celle de Modern Warfare, des jeux qui sont presque plus des films que des jeux pour faire très très court. Mais ça ne fonctionne plus de manière aussi satisfaisante dans des jeux ouverts, par exemple. Ouverts au sens d'Umberto Eco, toujours. Ouverts soit parce que les utilisateurs trouvent des moyens de s'extraire de ce qui est prévu et ils font dérailler la machine vidéoludique, et donc le sens qui est produit par une utilisation modèle qu'ils ne vont pas respecter. Soit, et c'est surtout ce qui va m'intéresser, lorsque la machine vidéoludique déraille d'elle-même, quand elle se met à produire un sens qui n'est pas celui qu'un fonctionnement modèle devrait produire. Alors comme d'autres démarches de lecture attentive, la méthode du triple cadrage n'est pas capable de prendre en compte les expériences particulières qui peuvent émerger lorsque le récepteur ou la machine s'écarte d'un modèle ou d'un idéal. Dans les 2 cas, les formes d'agentivité qui s'écartent par exemple d'un game design ou d'un play design échappent à l'analyse. Pour ce qui concerne les utilisateurs, le principe même, à mon sens, d'un joueur modèle ou d'un utilisateur modèle, qui est plutôt le terme que j'utilise, plutôt que de recentrer cette analyse sur les utilisateurs, au contraire, nous en détourne. Et finalement, même chose pour l'étude, par exemple, d'une rhétorique procédurale ou d'un fonctionnement modèle, qui rend potentiellement abstrait et secondaire le travail concret de la machine qui produit du contenu et donc du sens. Dans les 2 cas, ce type de méthode peut engendrer une forme d'invisibilisation de l'utilisateur comme de la machine. Alors j'emprunte le terme de machine autant aux travaux d'Umberto Eco, parce que décidément c'est mon fil rouge, qu'à ceux de Cléo Colomb, dont les réflexions sur les architectes, c'est-à-dire sur les outils techniques d'écriture et de lecture, comme le traitement de texte ou un réseau social, ou le whiteboard, ces réflexions peuvent répondre à cette question de l'invisibilisation de la machine. Pour Colomb, la plupart des réflexions sur les architectes invisibilisent et neutralisent le travail concret de la machine qui pourtant agit par le calcul, mais elle agit quelque part. Du logiciel donc qui permet de produire ce qui apparaît à l'écran. Des réflexions qu'on peut, je pense, transposer des architectes vers les cybertextes, comme les jeux vidéo par exemple. Ce qui m'intéresse, c'est qu'à cette neutralisation, Cléo Colomb, elle fait la proposition inverse, celle de faire compter la machine pleinement et dans les 2 sens du terme, la faire compter de manière computationnelle et aussi, surtout, la faire compter dans l'analyse de ce qu'elle produit, pour faire de cette machine autre chose qu'un outil ou qu'un support.
Ce qui voudrait dire, à minima, de ne pas écarter de l'analyse les manifestations de la machine. Lorsqu'elle se manifeste et qu'elle se rappelle à nous, on souligne généralement que c'est parce qu'elle fonctionne mal, ou plutôt qu'elle fonctionne pas tout à fait comme prévu. Elle produit alors du contenu qui sort du cadre, qui brouille le sens original de l'œuvre. Les textes d'écran, que sont donc les architextes ou les cybertextes, pour qu'on puisse les aborder de manière satisfaisante, avec des méthodes d'analyse rigides comme le triple cadrage, elles nécessitent que la machine se tienne bien, qu'elle obéisse et qu'elle exécute du code. Mais peut-être qu'on pourrait changer de focale et considérer que la machine est un agent à part entière, et considérer qu'elle ne fonctionne ni bien ni mal, mais qu'elle produit des contenus qui parfois s'écartent d'un fonctionnement modèle auquel on l'a assigné exactement comme un joueur qui ferait œuvre de détournement. Alors je prends ici l'exemple d'une des multiples manifestations de la machine Cyberpunk 2077 qui refuse résolument et obstinément de se comporter comme prévu. Alors est-ce qu'il s'agit d'un bug? Oui, sans doute, mais est-ce qu'on pourrait peut-être qu'on pourrait le considérer de manière positive et non plus négative, comme une création, comme une manière de nous raconter et de nous communiquer quelque chose? Alors je ne sais pas exactement quoi dans cet exemple, mais quelque chose. Alors c'est pas forcément le meilleur exemple, parce que les jeux comme Cyberpunk 2077 sont strictement balisés à nouveau. Ils ne sont pas pensés comme des créations qui aménageraient une véritable place à la machine. Ce qui est d'ailleurs ni très cyber, ni très punk. Si je prends d'autres exemples de manifestations de l'agentivité de la machine, cette fois dans des jeux qui sont pensés pour lui accorder une marge de manœuvre, à travers un fonctionnement procédural notamment, on retrouve en fait la même manière de considérer cette machine, de considérer ces manifestations comme des erreurs, comme des bugs, comme des problèmes, avec l'idée donc d'un fonctionnement inefficace, incorrect, non modèle. Puisque la production de contenu et possiblement la production de sens, elle est faite pour être générée semi-aléatoirement dans un jeu comme Minecraft, on pourrait dire que l'interprétation par la machine du code est censée être ouverte. Ce qui n'est pas le cas ici, puisque ces générations hors cadre, là j'ai mis 2 exemples, sont rapidement repérées puis corrigées, relativement rapidement repérées et corrigées. Pourtant, lorsque l'interprétation du code elle est suffisamment ouverte pour permettre l'imprévu, comme ici, alors ce qui se passe, c'est peut-être que l'interprétation de l'utilisateur, elle va s'ouvrir également. Ici, on peut tout à fait faire sens de ce qui apparaît à l'écran, de ce qui est considéré comme une erreur. Est-ce qu'un événement climatique a eu lieu et a détruit le village, inondé le village? Est-ce que c'est une tentative de construction par un groupe de personnages aquatiques ou est-ce que c'est encore autre chose? Puis dans l'autre cas, est-ce que ce désert qui produit des constructions aberrantes, est-ce qu'il est hanté, maudit, magique? Peu importe. Dans tous les cas, une fois confronté à ces aberrations, c'est à l'utilisateur de prendre le relais pour faire fonctionner la machine, pour faire fonctionner le contenu du jeu, pour y injecter du sens. Et si je prends ici des éléments graphiques, parce que c'est quand même plus simple, on peut envisager la même chose pour des éléments qui relèveraient de la structure de jeu ou du gameplay. Finalement, ce que font les machines, comme les anciennes versions de Minecraft par exemple, en utilisant leur agentivité, c'est donner des prises à l'interprétation des utilisateurs, comme des formes de cadrage ouverts et non plus fermés. En plus de donner prise à un imaginaire, de faire évoluer mon immersion et mon incrédulité sans complètement la neutraliser, l'appropriation du code par la machine m'ouvre des mondes possibles, au sens d'Umberto Eco toujours. Ce qui devient possible pour l'utilisateur, c'est finalement une véritable agentivité, et pas une agentivité qui serait cantonnée à ce qui est de l'ordre du mécanique ou du ludique ou du fonctionnement ou d'appuyer sur des boutons, mais une agentivité interprétative. Il y a quelque part suffisamment de jeu au sens d'espace et de marge de manœuvre pour que je puisse véritablement construire quelque chose, co-construire quelque chose, m'impliquer et m'insérer dans la fiction. Le sens qui est potentiellement produit de cette manière, il n'est toujours pas, à mon sens, caché ou profond ou secret, il est personnel et improvisé et contingent. Mais on peut aussi considérer qu'il s'agit de bugs ou d'erreurs, ce qui est quand même plus simple. Ce qui est le cœur de mon dernier exemple, justement. Ces erreurs, il s'agit généralement pour les concepteurs de mieux les comprendre, pour mieux les neutraliser, pour s'efforcer de rendre invisible la machine, qui lorsqu'elle fonctionne comme prévu se fait discrète, même dans le cas de contenus générés de manière semi-aléatoire. Mon dernier exemple est issu d'un article qui est plutôt destiné aux professionnels, dans lequel Michael Cook propose de penser la génération procédurale de contenu
comme une question éthique. Le propos de Cook est essentiellement de mettre en garde contre les contenus aléatoires dont le sens échapperait aux intentions de départ des auteurs. Alors il prend l'hypothétique exemple d'une génération de textes sur des pierres tombales, et plutôt que de spécifier de manière auteurée, qui est un terme que j'emprunte à Tanya Short, une liste préétablie d'épitaphes, il pourrait sembler plus intéressant de définir plusieurs templates dans lesquels des variables comme les noms et les années seraient générées semi-aléatoirement. En spécifiant que la première variable d'année doit être inférieure à la seconde, par exemple, en allant chercher dans un pool donné un prénom et un nom de famille pour remplacer la variable de nom, on obtiendrait plus de variété qu'en définissant tout à la main. Et on peut aussi, par exemple, demander à la machine, c'est la deuxième ligne, de générer des épitaphes pour indiquer que deux personnes sont enterrées ensemble. Le risque, en apparence, c'est que le contenu produit de cette manière soit incohérent. Mais le vrai risque, c'est finalement que le contenu produit de cette manière soit cohérent. On risque par exemple de se retrouver avec un cimetière rempli d'épitaphes aux dates très proches, ou au contraire avec des dates très éloignées. Et c'est alors l'utilisateur qui va remplir les vides en imaginant les histoires, les connexions, les patterns qui expliquent ces différentes épitaphes. Peut-être qu'il s'agit d'un cimetière d'enfants ou d'un peuple qui vit plusieurs centaines d'années ou d'autres choses. Face au contenu produit, notre tendance naturelle à l'apophénie va restructurer et charger de sens ce contenu aléatoire. Ce qui peut poser problème, en particulier lorsque le sens co-construit par la machine et l'utilisateur échappe logiquement au concepteur. Par exemple, dans le cas où toutes les épitaphes dans une génération de niveaux avec deux noms, toutes les épitaphes avec deux noms se retrouvent par hasard ne former que des paires de noms masculins et féminins. Ce qui induit potentiellement un univers de jeu hétéronormé, ce qui n'est pas forcément l'intention des auteurs. L'enjeu pour Michael Cook à travers cet exemple, c'est d'encourager les concepteurs à bien maîtriser, à bien diriger la machine, à rendre le code aussi fermé que possible pour qu'il ne puisse pas être interprétable. Avec l'idée que finalement, le mieux, ce serait d'écrire une douzaine d'épitaphes à la main de manière auteurée pour neutraliser totalement la machine et aussi pour gagner du temps. D'une certaine manière, ce qui inquiète véritablement Michael Cook, c'est que la machine et l'utilisateur puissent tout à fait se passer du concepteur dans la production du sens. Des concepteurs et probablement des chercheurs aussi. La question de l'interprétation et de l'analyse de cette interprétation, dans le cas de contenus procéduraux, se décalerait du couple concepteur-chercheur vers le couple machine-utilisateur. La machine ne faisant pas qu'exécuter du code, mais agissant en interprétant du code. Et l'utilisateur agissant également en interprétant comme il l'entend ce qui est produit par cette première interprétation. Alors la solution au niveau de l'analyse et de la recherche, ce serait peut-être, et tout ça c'est très très exploratoire, de prendre davantage en compte le rôle de la machine et surtout le rôle du couple utilisateur-machine dans les fictions procédurales, mais potentiellement dans les autres fictions aussi. En ajoutant par exemple l'étude d'un quatrième cadrage, peut-être plus souple, aux trois que j'ai mentionnés tout à l'heure. Un quatrième cadrage qui pourrait être celui de l'agentivité de la machine, de la marge de manœuvre laissée ou non à la production de signes qui deviennent apparents et jouables au fil d'une expérience de jeu. Alors tout ça, ça amènerait cependant deux difficultés pour lesquelles je n'ai pas de solution. La première, ce serait le risque d'essentialiser le travail de la machine en produisant des analyses qui se baseraient fatalement sur un fonctionnement modèle ou idéal pour étudier à quel point on s'en écarte ou non. Et donc en essentialisant la machine, on risquerait à nouveau de l'invisibiliser. Le deuxième écueil, c'est qu'il faudrait, pour étudier si le code est ouvert ou fermé ou répressif à l'interprétation de la machine, il faudrait être capable d'ouvrir le capot pour lire et comprendre le code et pour prendre en compte à quel point il est fait pour être interprété et ou exécuté. Alors c'est un problème pour moi parce que ce n'est pas mon cas, je ne suis pas capable de faire ça, mais même si c'était le cas, ce serait peut-être au risque de revenir sur une étude d'un sens caché, secret, accessible seulement aux spécialistes et aux érudits. Donc comme je disais, au final, je n'ai pas véritablement de solution pour répondre à ces deux difficultés. Si vous en avez, ça m'intéresse. Si ce n'est peut-être, et là c'est encore plus exploratoire, mais l'idée d'abandonner, en fait, d'abandonner l'idée, pardon, de pouvoir cerner et délimiter le sens qui est prescrit par des jeux, au contenu procédural ou non procédural, et de se cantonner ou de se limiter à une étude du sens qui est produit dans des expériences de jeu particulières. Ce qui n'est pas du tout ce que je fais dans mes recherches, donc ça reste très très exploratoire. Peut-être en allant un peu plus chercher du côté de la poétique, donc de la création, avec tout ce qu'elle a de contingente, d'aléatoire, de technique, que de l'herméneutique, pour pouvoir faire sens de contenu de jeu. Je vous remercie de votre attention.
C'est vraiment super intéressant. Je sais pas si... Alors, moi, j'aurais potentiellement une question, mais je vais d'abord peut-être donner la parole soit aux intervenants, soit au chat, soit à Twitch, enfin, ou à Fanny d'ailleurs. Voilà. Quelqu'un veut poser une question, sinon J'ai une question d'Hélène Cellier, éventuellement dans le chat, qui dit: est-ce que c'est possible de penser de permettre l'agentivité de la machine dans des jeux fermés, avec un arbre de dialogue par exemple? Et à ton avis, en tant que concepteur, conceptrice, comment prendre le risque d'une poétique de l'erreur en laissant toute sa place à la machine? Oui. Merci pour la question. Alors, à mon sens, si les jeux sont véritablement fermés, justement, non, c'est pas possible. C'est-à-dire même avec des fictions, disons, multilinéaires, qui semblent ouvertes, du coup, elles sont fermées si les arbres de discussion, par exemple, sont prescrits, cadrés, canalisés, décidés en amont. Ceci dit, tout ce qui est au niveau de la poétique de l'erreur, ce qui m'intéresse beaucoup, je pense qu'on peut aller chercher du côté de jeux comme AI Dungeon, par exemple, ou ne serait-ce que dans le simple fait de laisser des variables qui sont soit à l'initiative des utilisateurs, soit qui sont, en tout cas, qui ne sont pas à l'initiative des concepteurs, ou pas trop, ce qui permet des erreurs, des aberrances, des choses auxquelles on peut se raccrocher. Donc finalement, je répondrais en disant que plus on met d'aléatoire, plus on ouvre l'interprétation pour tout le monde, et du coup, peut-être plus on peut aller sur à la fois des erreurs, mais aussi du contenu improbable ou impromptu, on va dire. Sachant que je ne suis pas du tout un concepteur. Voilà, j'ai fait un peu de narrative design en postdoc, mais ça s'arrête là. Ok, merci. Bah, je pose ma question, donc j'en ai une. Elle dit merci. Moi, je vais te poser une question peut-être sur la première partie quand tu parlais de Call of. Je me demandais si tu faisais un lien avec une grammaire cinématographique, pardon, par exemple les blockbusters, et justement comment cette grammaire-là peut alimenter une réception du jeu, disons du discours du jeu. Bon, c'était un truc sur lequel j'avais travaillé. Tu as parlé d'Umberto Eco. À la limite, c'était peut-être du côté de la littérature, mais du côté du cinéma, est-ce qu'il y a des liens possibles, quoi? Oui, alors dans ces jeux-là, il y a beaucoup de liens qui sont faits, qui sont encore une fois assez explicites, hein, au niveau du texte, au niveau de l'image, surtout au niveau du texte finalement, et qui font des renvois constants à des blockbusters américains, les blockbusters de la bagarre, hein, donc l'Aube rouge, la chute du Faucon noir, hein, ce genre de choses, et donc qui non seulement réutilisent de manière visuelle une grammaire ou un discours filmique pour faire du spectacle, on va dire, parce que ce sont des blockbusters au carré, pour reprendre l'expression de Mathieu Triclot, mais qui font aussi des renvois à à une culture partagée, hein, finalement, qui permet de canaliser un peu, je pense, l'interprétation des utilisateurs vers le fait que même si le propos du jeu est très sérieux, tout ça c'est pas très sérieux. Et ça reste de la fiction et ça reste nous les plus forts et c'est la bagarre. Plutôt que de faire par exemple la même chose, mais en faisant des renvois, je sais pas, au printemps arabe, aux révolutions ukrainiennes, à ce genre de choses, ils préfèrent faire des renvois à Die Hard, Rock, l'Aube rouge, etc. Donc ça participe, oui, complètement, c'est un cadrage paratextuel, on pourrait dire, paraludique, intertextuel, on va dire, qui vient nourrir un peu tout ça. Et alors, deuxième remarque, j'ai l'impression que tu n'aimes pas trop le sens caché de l'œuvre. Je me demandais ce que tu lui reprochais en fait. Qu'est-ce qui. Parce que tu avais fait plusieurs remarques sur ça, et je me demandais la notion de faudrait être, avoir une sorte d'initiation pour comprendre l'œuvre. En fait, qu'est-ce que tu pourrais reprocher à ça en fait? Alors c'est plus un reproche personnel, hein, on va dire, mais Non, mais justement, c'est ça qui. bah, disons au niveau alors déjà au niveau de ma méthode d'analyse et de mon corpus de thèse qui commence à être un peu vieux, donc il va falloir que j'arrête d'en parler au bout d'un moment, mais euh, rien n'est caché, c'est-à-dire que tout est donné, toutes les clés de lecture sont données. Du coup, moi j'ai un petit peu de mal avec l'idée qu'il faudrait être un expert de la culture américaine ou du jeu vidéo ou de je sais pas quoi, ou être même un bon joueur pour pouvoir comprendre ce qui se passe, parce que tout est fait dans ces jeux pour nous expliquer inlassablement les trois mêmes motifs, on va dire. Avec un quatrième motif, par exemple, qui est la défiance envers les journalistes, qu'on retrouve dans tout un tas de blockbusters, pour relier avec ta question précédente. Donc ça, c'est la première chose, c'est que ça fonctionne pas avec ce corpus. Et le deuxième réserve, on va dire, que je pourrais avoir, c'est que je suis
toujours surpris, par exemple, dans mes enseignements, quand je pense détenir le sens d'une œuvre et que mes étudiants, qui sont beaucoup moins érudits et qui sont beaucoup moins ludologues ou spécialistes en sciences du jeu, parviennent à d'autres interprétations. Et en fait, elles sont toujours tout aussi valides, elles sont toujours tout aussi intéressantes, voire même souvent mieux que les miennes. Et donc, je préférerais idéalement, mais ça devient très compliqué en matière de recherche, mais travailler sur le sens personnel improvisé contingent en fonction des utilisateurs et des machines, que sur un sens caché qui serait immanent, surplombant, le vrai sens, la vraie réponse, etc. Donc du coup, j'ai un peu un souci avec l'idée d'herméneutique à l'ancienne, on va dire. Je pense qu'on peut dire ça comme ça. Ouais, très bien. Ok, est-ce qu'il y a une question? Il y avait une remarque de Prickly Angler que... Laura aussi a une question. Ah, pardon. Ouais, je transmets vite la remarque parce que je la trouvais intéressante et pour poursuivre ce que vous venez de discuter, que sur Modern Warfare, c'était différent, l'ogre n'était pas aussi fermé en mode multijoueur parce qu'on pouvait incarner l'ennemi notamment. Et du coup, je ne sais pas si si tu t'étais penché plus sur cet aspect-là. Alors non, du coup, mais par facilité, parce que dans le cadre de ces Call of Duty là, mais même des autres, effectivement, on peut incarner les ennemis et puis surtout, il se passe pas grand-chose dans le mode multijoueur, à part le mode multijoueur. Si on remplaçait les alliés et les ennemis par les rouges et les bleus, on arriverait globalement à peu près au même jeu avec la même idée, la même chose. Je me suis vraiment concentré sur ce qu'on étudie peu en fait en matière de Call of Duty, qui est l'expérience pour un seul joueur. Donc cette espèce de campagne film tutoriel qui va durer 3-4 heures, dans laquelle il y a beaucoup de contenu. Mais oui, effectivement, ça, encore un des problèmes du triple cadrage et des lectures attentives, ça marche plus quand on fait du multijoueur, où il y a du sens qui est produit, ne serait-ce que parce que c'est du multijoueur, parce qu'on va changer d'équipe, donc du coup ça n'a pas de sens, par exemple. Et je donne la parole à Laura, si tu veux. Oui, merci. C'est une série de remarques. Je te remercie vraiment pour ta com qui m'a beaucoup parlé. J'ai des questions sur du vieux, des questions sur du jeune. Déjà, est-ce que c'est pas extrêmement intéressant en fait de travailler sur des jeux, et je te remercie d'avoir montré ça sur Modern Warfare par exemple, parce que c'est des jeux qui sont pas hyper connus pour leur subtilité et finalement du coup toutes les structures apparaissent extrêmement clairement. Moi j'avais bossé sur Shakespeare dans Team Fortress et j'avais trouvé ça extrêmement rigolo comme type de... Finalement il y avait des trucs à dire alors que ça a l'air d'être un peu bourrinou quoi. Ce qui est peut-être d'ailleurs le problème, et ce que tu disais sur le printemps arabe, c'est peut-être la question aussi de l'orientalisme qui pourrait être aussi hyper bourrinement montré dans un déroulement narratif d'un jeu qui pourrait poser problème, mais bref. Est-ce que donc du coup finalement cette absence de subtilité apparente qui est en fait un truc qui permet de voir les grands tenants et aboutissants est pas extrêmement aidant, et donc c'est finalement pas des expériences au rabais? Deuxième sous-question, merci pour aussi ces pistes extrêmement intéressantes sur la machine et la façon dont la machine agit, parce que moi je travaille aussi un peu là-dessus en ligne, et donc j'ai une question sur, puisque tu en as parlé un peu, sur AI Dungeon. Est-ce que finalement on va pas dans un truc un peu transhumain avec des réplicas, avec des AI Dungeons qui seraient aussi groomés pour aller dans une direction qui dépasse celle de la narration procédurale, de ce que les concepteurs et conceptrices avaient en tête, qui finalement ferait une sorte de pont comme ça, transhumaniste, quoi. Enfin, voilà, c'est des réflexions, tu réponds à ce que tu veux, et je te remercie. Merci. Sur la subtilité des jeux Modern Warfare, c'est une question qui a vraiment du sens, au sens où le message n'est pas subtil du tout. Mais alors j'ai montré des exemples qui ont la main très très lourde, mais il y a quand même une stratégie discursive, ou de nombreuses stratégies discursives qui se superposent, qui sont parfois subtiles et qui sont travaillées, qui sont bien recherchées. Ne serait-ce que par exemple, j'en ai parlé un petit peu, mais le principe de mettre l'utilisateur en inconfort pour mieux lui expliquer que la situation géopolitique elle est inconfortable, ça pour moi c'est du génie, alors que c'est des jeux qui sont débiles et bas du front, mais en termes de communication ils sont assez fouillés. Encore une fois en termes de mise en œuvre, pas forcément en termes de message. Même dans la réutilisation de texte, on trouve plein
On trouve plein de morceaux de texte en jeu qui sont en fait des discours rebricolés de Dick Cheney, de Rudy Giuliani, à l'époque où il racontait des trucs intéressants, de George W. Bush, etc. Mais qui sont toujours mis dans des contextes un peu plus subtils que ce qu'on pourrait faire. Du coup, c'est pratique hein, pour faire du cadrage, forcément, parce que le message est très clair, donc du coup, ça devient facile. Sur le transhumanisme et AI Dungeon et tout ça, sur le transhumanisme, je ne saurais pas trop. Moi, ce qui m'intéresserait plus, mais c'est ce à quoi ça me fait penser hein, quand tu me posais cette question, c'est de faire discuter deux AI Dungeon ensemble, ou une AI et AI Dungeon, et de voir ce qui se passe et ce qui se produit. Et là, on arrive sur quelque chose de très techno-poétique, avec plein de guillemets, parce que ça n'a pas forcément beaucoup de sens, mais vraiment une création pure, sans aucun sens, ou peut-être avec beaucoup moins de sens que dans une fiction auteurée, justement. Ou alors auteurée différemment, auteurée par des machines, ce qui m'intéresse aussi. Très intéressant, je te remercie. Merci. Je peux poser une des questions que j'avais pour Rémi, parce que ça m'a beaucoup intéressé ta présentation à plein de niveaux. J'ai pris plein de notes, donc je vais choisir pour en poser 4. Mais notamment quand tu parlais de la revalorisation des erreurs et des bugs et des glitches, j'ai évidemment pensé au domaine du speedrun. Mais je me demandais si ça rentrait dans ton cadre, dans le sens où les speedrunners font comme le disait Freakly Angler dans le chat aussi, les speedrunners font une exploitation des glitches pour servir leur performance. Mais je ne suis pas sûre, je me demande dans quelle mesure on peut parler d'herméneutique ou d'interprétation, dans le sens où ça ne veut pas dire qu'on donne un sens particulier à ces erreurs-là. Donc voilà, je me demandais si ça rentrait dans... Bah oui, je serais assez d'accord sur l'idée que est-ce qu'on peut, alors on peut en sortir du sens au niveau méta, hein, qui est tout ce qui est associé au speedrun, au détournement, aux choses comme ça, je pense. Mais ce qui m'intéresserait peut-être plus dans cette idée-là avec le speedrun, avec les manipulations machines ou les manipulations de l'aléatoire aussi, manipulation des chances que quelque chose se produise, c'est que c'est une autre manière de contraindre la machine à exécuter du code d'une certaine manière et pas d'une autre. Donc ça peut être peut-être un autre ressort, c'est-à-dire après avoir bien interprété, bien compris comment la machine interprète le code, justement, retourner la machine contre elle-même et lui faire exécuter, la faire obéir dans une certaine direction. Donc finalement, je dirais peut-être qu'on retrouve un peu la même dynamique, qui est très, très verticale, hein, la machine étant un outil, un support à de la création, à du sens ou à du speedrun, finalement. Super, Sans même parler des speedruns assistés par outils techniques, évidemment, qui rajoutent une couche encore à tout ça. merci beaucoup. Merci beaucoup Rémi, mais en plus tout ce qu'a dit, les discussions que vous avez dit, que vous avez eues avec Fanny, franchement ça ouvre tonnes de pistes. Et en tout cas, il y a plein de choses qui se passent dans les communautés speedrun qui peuvent éclairer, donner des billes là-dessus, comme le choix par exemple des joueurs et des joueuses à exécuter des runs sur certaines machines plutôt que d'autres. Par exemple, Zelda Ocarina of Time, il est joué sur l'IQ, qui est une machine sortie sur le marché chinois uniquement en fait. Et aussi, tu as plein d'exemples, style Twitch Plays Pokémon, qui mobilise du coup le code, non pas d'une machine, mais de tout un tas de machines sur serveur. Il y a aussi, comment il s'appelle, le TAS, tout ce qui va être tout l'assisted speedrun, etc. Enfin bref, il y a tout un boulevard pour une poétique, une esthétique de l'exécution par la machine. Donc voilà, c'était mon intervention et ça ouvre plein de pistes, quoi. Oui, je suis assez d'accord. Je note tout ça, moi aussi, parce que c'est pas forcément la direction sur laquelle j'étais parti, mais c'est vrai que c'est assez intéressant. Et je crois qu'on peut revenir du coup sur alors pas dans l'idée d'herméneutique et de faire du sens, hein, mais sur l'idée d'un couple utilisateur-machine, qui du coup s'écarte des intentions de l'auteur, et ça m'intéresse. Comme je suis pas un auteur, du coup ça m'intéresse beaucoup. Et il y a plein de choses, je pense, à aller déplier là-dedans,
Ouais, merci. Dans la théorie notamment de l'acteur réseau, tu as le principe de symétrie qui est très très cool pour ça, qui va établir un principe d'équivalence entre les acteurs humains et les acteurs non humains. Et du coup, c'est très très cool parce que bah, du coup, tu as toujours cette histoire de controverse entre acteurs, entre nœuds dans un réseau qui positionne tout le monde à un niveau, on va dire, équivalent.